Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi 10 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. On va aborder notamment des news, et quand même pas mal de news. On va parler d'Aptos, on va parler de Base, on va parler de PayPal, on va parler de la SEC, et oui, de la SEC et XRP. Et on parlera forcément des nouvelles que nous allons avoir aujourd'hui, l'inflation et l'impact que ça pourra avoir notamment sur l'économie américaine. On va regarder justement une projection sur les taux d'intérêt versus l'inflation et l'impact que ça aura sur le SP500 et donc forcément sur le BTC en prenant un petit peu de recul. Ensuite on ira analyser exactement le mouvement baissier que l'on a eu, qu'on avait déjà défini un petit peu hier, et qu'on va redéfinir aujourd'hui, jusqu'où ça peut nous mener, et on terminera de toute façon cette vidéo sur l'order flow et comme d'habitude la liquidité. On attaque les nouvelles avec une grosse nouvelle sur Aptos qui travaille avec Microsoft et l'intelligence artificielle d'ordre général pour proposer un produit qui fera un bridge entre le Web 2 et le Web 3. Alors, c'est un petit peu vague dans tous les cas, hein, quand on regarde un petit peu l'explication. Globalement, Aptos va servir d'Aptos Assistant, qui va être une intelligence artificielle pour relier le Web 2 et le Web 3, et particulièrement pour les néophytes dans l'univers de la blockchain. Alors, ce qui est surtout intéressant pour moi, ça va être ici la tokenisation d'actifs, et un système de paiement qui va être mis entre Aptos et Microsoft. Donc on a vraiment Microsoft qui rentre de plein pied dans justement la blockchain et qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir mettre en place des outils pour les néophytes, donc pour la compréhension de la blockchain. Donc ce qui est plutôt avantageux pour le Web 3, même si ça reste un outil qui est lié avec Microsoft. Alors ensuite on a très bonne nouvelle, hein, Coinbase, donc c'est qui va officiellement lancer Base qui est sa layer 2, donc sa blockchain qui est basée sur Ethereum et sur le Stacks Optimism, hein. Là-dessus je vais certainement vous faire une vidéo dessus. Ce qui est important à retenir, c'est que Coinbase c'est une entreprise publique qui lance officiellement sa blockchain, ce qui est vraiment important pour justement la visibilité de la crypto et la visibilité du Web3. Et en parlant d'entreprises publiques, on a PayPal. Alors là-dessus, on a un très bon article de CoinDesk, je vous avais pas précisé, mais c'est logique pourquoi, en fait, PayPal lance son propre stablecoin. Bon, il faut pas se leurrer, clairement, c'est pour faire du billet, c'est pour faire du billet vert. On rappelle les chiffres de Tether, hein, le dernier trimestre, ils ont fait 850 millions de bénéfices. Alors par contre, oui, on est d'accord, c'est quand même avec un volume qui est très important, parce que Tether c'est le premier stablecoin, mais on peut imaginer en effet le volume que pourrait drainer un PayPal si jamais on avait un début de mass adoption qui pourrait favoriser justement la mass adoption. Donc ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour du Web3, ce n'est pas pour les fonctionnalités, c'est tout simplement pour faire du résultat. Alors parlant de résultat, on a quelqu'un qui est pas content sur le résultat, c'est la SEC, dans lequel ils ont annoncé qu'ils allaient revenir sur le cas Ripple et notamment faire appel sur le jugement partiel qui a eu lieu. Pour rappel, le jugement partiel définissait que Ripple, dans une vente indirecte, n'était pas une securities. Et là, on voit que, a priori, la SEC n'est pas d'accord et va faire appel. Donc ça a été statué. À savoir qu'on est en train de préparer justement la suite du procès SEC Ripple, hein, parce que ça a été disséqué en deux parties, et c'est pour l'année prochaine, donc on risque d'avoir encore des fluctuations, et la SEC ne se laissera pas faire tant qu'il n'y aura pas un cadre légal pour pouvoir statuer justement tout ça et trancher, est-ce que securities ou pas securities, et qu'est-ce qui est défini dans une forme de décentralisation, une securities. Alors dans les nouvelles d'aujourd'hui, nous avons aussi nos bons amis IPC Core, hein. On n'oublie pas que c'est enfin la journée de l'inflation de juillet. Globalement, on sait qu'elle va être plus haute, on voit une augmentation. Le mois dernier, on était à 3%, c'est planifié 3,3, c'est même statué 3,3 dans les cours. Par contre, je pense qu'on sera au-dessus de 3,3 vu l'impact de l'US Oil, hein. Je vous ai déjà montré que le mois d'août on était sur une augmentation de plus de 15%, voire même 16%, donc forcément on va avoir un impact qui risque d'être relativement fort, que ce soit sur les transports, surtout que, comme d'habitude, on est dans la saisonnalité dans laquelle on va avoir une surconsommation de pétrole, donc c'est logique de se retrouver sur une augmentation de l'inflation. Et ça entraînera quoi, en fait, l'augmentation de l'inflation? Donc là on a deux courbes, la courbe bleue qui représente l'inflation année par année au niveau des USA, et ensuite la courbe bleu clair dans laquelle ça représente l'augmentation des taux. Très important de comprendre en fait l'implication d'avoir une forme de palier que l'on va avoir ici, parce qu'on va avoir une augmentation. La question est, est-ce qu'on a une petite augmentation qui va se stabiliser comme ça, et une continuité baissière, ou est-ce qu'on va se retrouver sur une augmentation
qui va se faire, hop, ça, qui va continuer à monter, qui va se stabiliser de ce style-là, et qui va ranger. C'est ce qui serait le pire. Globalement, ce qui serait le pire, c'est de se retrouver sur une augmentation de l'inflation qui serait stagnante avant d'avoir une cassure baissière, voire même stagnante, et qui resterait stagnante, voire même qui augmenterait un petit peu. Là, ce serait vraiment le pire, parce qu'on est dans des niveaux relativement élevés au niveau des taux de la Fed, et justement, le fait de rester dans une inflation qui serait donc du coup sticky, qui serait collante et qui n'arriverait pas justement on n'arriverait pas à s'en débarrasser, et ça entraînerait la non-stabilisation des cours au niveau des taux d'intérêt. Et là, clairement, le marché n'est pas prêt à ça, le marché est en train de pricer en fait quelque chose qui est relativement flat là. Et c'est l'état du marché actuel, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire, oui, mais l'inflation, dans tous les cas, à un moment donné, au niveau des taux de la Fed, on va avoir quelque chose qui va flatter, ou on va avoir peut-être une ou deux augmentations, mais après on va être flat, et ensuite on va faire le pivot. J'ai tendance à vous dire que là, ça va être vraiment important. Ce qui va être important, c'est regarder le prix du pétrole, parce que c'est lui qui va définir le prix de l'inflation, et donc derrière, à quel moment on va être capable de pouvoir rentrer dans une stabilisation des taux, et ensuite une diminution des taux, et donc ce fameux pivot. Je vous rappelle qu'on n'est pas si haut que ça, hein. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on retrace dans le temps, on va voir très vite qu'on était sur des taux parfois qui étaient relativement élevés. Je rappelle, en 2006, on était sur des taux qui étaient à 7. Ensuite, on va chercher 2000, on était sur des taux qui étaient à 6, donc on était encore très élevés. Et dans les années 70, donc la crise hyper-inflationniste avec une inflation qui avoisonnait les 14%, on était avec des taux qui étaient pas loin des 19%. Donc on prend un petit peu de recul par rapport à ça, et on se dit, en effet, nous avons des taux réels qui sont présents, qui sont donc là dans la 5,525, potentiellement on va faire 5,55, 75, potentiellement 6, mais à un moment donné on va être obligé de devoir faire ce plateau, et il va falloir pour ça avoir une inflation qui arrive à casser en dessous des 3%, et qui se stabilise en dessous. Si on n'a pas ça, ça veut dire que l'économie américaine va avoir une deuxième vague de baisse, et là-dessus, on va se projeter un petit peu. Parce que oui, là on a eu quand même une confirmation sur l'SP500, ici d'une cassure hier, je vous avais annoncé que quand même on était bien dans une phase de retest pour faire une continuité baissière. Moi, mes deux niveaux se trouvaient, le premier se trouvait à 4383 avec une extension vers le gap à 4300, et ensuite, forcément, ce niveau de retracement à 4200 qui est un niveau très important. Oui, ça c'est le court terme, avec derrière une inflation qui arrive à redescendre, la mise en place pivot de la Fed, donc quelque chose où en 2024, on ne rentre pas dans une récession forte et avec une inflation forte. Ce qui pourrait nous entraîner dans une récession, justement, ce que je vous explique, c'est que on a une inflation qui reste au-dessus de 3,5, voire même qui monte à 4-5%, avec un prix de l'énergie qui fait que monter. À ce moment-là, on se retrouve dans une problématique où on va être obligé d'augmenter les taux, et là, en effet, on pourrait avoir vraiment une rupture au niveau de l'économie américaine. Et au niveau du SP500, qu'est-ce que ça entraînerait, cette rupture au niveau de l'économie américaine? Bah, ça entraînerait ici une cassure, on a déjà eu cette première cassure, on a eu un gros retracement, avec notamment l'intelligence artificielle qui est arrivée ici pour justement nous donner les grosses bougies impulsives que l'on attendait, et ensuite on a potentiellement un retracement, une continuité baissière, pardon, suite à ce retracement effectif. Donc on aurait une chute qui se ferait en 1, 2, 3 temps, donc quelque chose qui est plutôt classique, que l'on peut retrouver, et ça nous donnerait comme objectif, ici à 1, 1, 1, donc c'est quand même des objectifs qui sont très loin, on parle de retourner dans les alentours de 3300, 3200 points, au niveau du SP500, et là on parle quand même d'une chute qui est relativement forte. Hop, on se prend ici, on va chercher l'objectif 1, 25%, voire 30%. Là-dessus, ça ferait vraiment très mal sur l'économie américaine, et on pourrait se poser la question, quel va être l'impact au niveau du BTC? Alors ça, l'impact au niveau du BTC, j'ai tendance à vous dire que ça va être quand même bien moindre que ça, en termes de représentation, parce que déjà, on a beaucoup moins retracé. Il faut comprendre que le retracement effectif du SP500, on a retracé quasiment 80% du mouvement, alors que là, au niveau du BTC, je rappelle que on a retracé vraiment rien. On va pouvoir mettre bien quand même, on a fait à peine le premier arrêt, donc on est vraiment très très loin par rapport à ce qu'on a pu voir sur le SP500, et que on est toujours dans une décorrélation des produits actuellement Tradi et BTC, donc on sait très bien que depuis qu'on a eu la rupture ici de Terra Luna, on a une capitulation des produits composés incluant du BTC dans les traditionnels, donc ça veut dire que on n'aura pas d'éjection de produits incluant le SP500 plus des produits à risque comme le BTC et comme en général les cryptos, donc ça veut dire qu'on aura une corrélation qui sera quand même bien moins forte, et ensuite on pourra aller chercher, encore une fois, une chute, mais une chute ça nous amènerait jusqu'où? C'est-à-dire que là on se positionne ici,
On va chercher, allez, potentiellement déjà 10%. 10%, ça nous amène où? À 27 000. Hop, on va bien se mettre à 26 700, ok. On va chercher 20%. 20%, ça nous amène, on va arriver à 23 600, un petit peu moins 23 500, et 25%, ça nous amène à 22 000. Donc on est toujours dans une dynamique qui serait plus dans une forme de retracement avant d'avoir une accélération haussière. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on ne va pas faire ici une cassure baissière pour aller chercher les 5 000 ou les 10 000 ou les 12 000 $, hein, d'accord, ça entraînerait quand même une rupture très forte. Ici on prend moins 80% pour les 5000, et on irait chercher moins 60% pour les 12 000, d'accord, moins 60% pour les 12 000 $, c'est vraiment trop important, même si on a une cassure ici de 25% au niveau du SP500, nous ne sommes pas dans la même dynamique de corrélation entre les deux, il faut juste prendre en compte ça, on aura une corrélation, mais on n'aura pas le même impact qu'on avait historiquement sur une cassure baissière, on ne se retrouvera pas sur des éléments qui nous entraîneront justement à moins 50, moins 60%. On aura des rattrapages qui se feront, certes, mais on aura surtout quelque chose qui tiendra sur le long terme. Alors, sur le long terme, oui, quand on regarde en daily, on voit que on a, d'ailleurs en termes de perspective, on a potentiellement une chute sur le premier objectif qui serait de 5%, le deuxième qui serait déjà sur 10%, et 10% on se retrouve dans les 26 000 $. On est très très loin de la rupture que l'on pourra retrouver sur du SP500 si on retrace 10%. Parce que, justement, nous on a eu un retracement, une respiration qui a été beaucoup plus construite, et qui montre aussi qu'on a des éléments endogènes qui sont bloquants. Voilà, qui sont bloquants pour la crypto, dans lequel on n'est pas allé rechercher les 45, 50 000, qui serait à peu près le niveau équivalent si le SP500 avait, enfin si le BTC avait retracé la même chose que le SP500. Court terme, très intéressant de voir qu'on est allé faire un très gros retest ici, donc assez agressif, et ensuite on a eu un gros dump, retest encore une fois, et donc ce qu'on attend, c'est encore une fois une continuité baissière, hein, on est vraiment là dans une dynamique de prolongation de la baisse, et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de distribution, donc avec un BCARST, saut ici présent pour faire après un UT et un UTAD. Alors je le garde en tête, je vous avoue que c'est pas ce que je préfère ici, j'ai plus tendance à vous dire que là on a une forme d'accumulation, une redistribution qui a eu lieu ici dans une pattern un petit peu particulière sans UT, pour ensuite voir la cassure là, pour aller chercher la redistribution effective avec une cassure ici pour nous emmener sur des targets qu'on a déjà vu tout à l'heure. Je vais juste nettoyer avant de repartir, hop, des targets qui iraient chercher toujours les 28 000, d'accord, pour moi c'est vraiment la première target qu'on irait chercher, 28 000, passage en dessous des 0,5, on passe court terme dans une zone discount pour avoir une structuration, potentiellement une extension vers les 618, 27 500, avec un redépart à la hausse, surtout qu'on a des news d'inflation sur lesquelles on pourra avoir un SP500 qui nous entraîne à la baisse, mais encore une fois, vous allez voir, je pense qu'on aura une corrélation qui est relativement faible, et au pire, on irait chercher quoi? On irait chercher une extension au 26 300, voilà, au 26 300. Si jamais on a un décrochage vraiment très très fort au niveau du BTC, qu'est-ce qu'on peut fixer comme target? Alors là-dessus, si on prend un petit peu de recul, on va se mettre là, tac, qu'est-ce qu'on peut fixer comme target? Bah pour moi, ça va être simple, ça va être un retest ici des 25 000, d'accord, 25 000, 25 200, qui est le niveau de rupture, ici, que l'on voit, qui est ce niveau de rupture de l'accumulation de Wyckoff, dans lequel on a eu une cassure haussière, retest, et ensuite on prend un deuxième retest avant d'avoir une accélération haussière par la suite. Est-ce que là-dessus on a une probabilité d'aller chercher les 20 000, en l'occurrence qui est un order block que l'on attend aussi, personnellement, que je garde en tête depuis un certain temps? Est-ce qu'on a une vocation à retester les 20 000? Bah, j'ai envie de vous dire, si on retrace sur l'SP500 30%, oui, enfin qu'on fait une continuité baissière de 30% sur l'SP500, il y a de grandes chances qu'on aille, en tout cas, structurer dans cette zone-là, avant de faire potentiellement une accélération. Alors, cette restructuration, est-ce que ça va être vraiment dans les 20 000, est-ce que ça va être dans les 23 000 ou est-ce que ça va être dans les 18 000? Ça va dépendre vraiment de l'indice de corrélation entre les deux, et ça, on l'établira à partir du moment où on aura une première chute. Alors on va terminer sur l'order flow. Pourquoi je vous dis qu'on est dans une continuité baissière? Parce que moi l'order flow là, il est quand même flagrant, dans lequel on a bien une accélération haussière au niveau de l'open interest qui s'est trouvée dans cette accélération du BTC, dans lequel ensuite on a une dilution, donc on a bien la mise en place de la distribution, accélération qui a surbaissé au niveau de l'open interest, donc dilution ici de la mise en place de l'open interest, et ensuite on se retrouve sur une rupture présente au niveau des long short ratios sur la totalité des comptes. Donc ça veut dire qu'on a bien une position de hedging qui est en train d'être effectuée, on a bien eu ici une prise de profit effective qui s'est fait, et ici un abandon suite au retest qui est en train d'être fait, qui est un retest classique, hein, vraiment, on est vraiment dans un retest qui est plutôt classique, alors qui est un petit peu en dessous, mais j'aurais bien aimé qu'on aille chercher exactement les 29 670, 60,
pour aller chercher quelque chose d'un peu plus bas, d'un peu plus haut, pardon, pour faire un retracement un peu plus fort. Donc il n'est pas dit qu'on n'ait pas encore une petite accélération haussière avant d'avoir une cassure baissière, mais c'est exactement ce que je suis en train d'attendre court terme, et c'est ce que l'order flow est en train de me dire, et c'est en même temps ce que l'on voit au niveau des prises de liquidité. Les liquidités, actuellement, elles sont où? Elles se trouvent vraiment dans cette zone-là, c'est dans la cassure baissière, on a les liquidités à aller chercher. Est-ce qu'on va faire vraiment une accélération baissière très forte? Pas forcément, hein, on n'est pas forcément dans cette démarche-là à se dire qu'on va faire une rupture vraiment en dessous des 28 000, mais en l'occurrence, là, on a un appel de prix à faire une dernière jambe baissière, au moins, avant d'avoir potentiellement une structuration et d'avoir une continuité baissière long terme pour aller chercher les 28 000, voire un petit peu plus bas. C'est tout pour la quotidienne, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur Link, la crypto de Chainlink. Vous me l'avez demandé, je vous ai écouté, on va en parler donc à 13h30. Et si jamais vous avez loupé la vidéo justement update de CKB, je suis sûr que ça va vous plaire, la crypto de Nervos, je vous la mets là et on se retrouve donc à 13h30.